Bonjour à tous, Magali Danelli, je suis praticienne en hypnose, sophrologie et sexothérapie, fondatrice de révélationnesoi.fr où vous retrouvez tous mes coachings. Nous nous retrouvons pour un nouveau podcast et je suis ravie de vous accueillir. Alors aujourd'hui, on va parler du manque de désir. Dans le précédent podcast, je vous parlais de la perte de désir et je vous avais expliqué justement la différence entre la perte de désir, ce qu'on appelle secondaire, c'est-à-dire qu'on a eu du désir une fois dans sa vie, plusieurs fois dans sa vie, dans d'autres circonstances et nous ne l'avons plus, et le manque de désir primaire, c'est-à-dire on n'a jamais ressenti de désir sexuel pour un partenaire. Et j'avais envie de vous lister les 7 résistances au désir qui peuvent être en cause dans ce manque de désir sexuel. Donc évidemment, vous pouvez vous y retrouver dans plusieurs. Elles sont toutes un petit peu interreliées, elles se rejoignent toutes, donc c'est un peu difficile de tout scinder. Mais j'avais envie de vous apporter un éclairage sur le fait de ne jamais ressentir de désir sexuel pour l'autre. Donc la première résistance, la plus connue, c'est le tabou. Évidemment, si j'ai évolué enfant, adolescente, dans un univers où la sexualité était taboue, était mal vue, était cachée, si je ne pouvais pas me faire une éducation saine sur la sexualité quand j'étais enfant ou ado, ou lorsque je ne pouvais me faire aucune représentation de la sexualité de mes parents, forcément, je vais y mettre quelque chose de transgressif, d'interdit. Alors pour certains, ça va être une envie absolue d'aller explorer ce continent, et puis pour d'autres, quelque chose d'assez terrifiant, d'assez dégradant. Donc le tabou va faire que je ne vais pas vivre sereinement la montée de désir dans mon corps qui se joue naturellement au début de l'adolescence avec cette montée hormonale, les premiers émois, les premiers bisous, les premiers petits copains, petites copines. Donc le fait de ce tabou, de cette gêne, de cette non-connaissance, va littéralement bloquer l'ascension du désir chez certaines personnes. Donc c'est intéressant de se poser des questions autour de l'éducation à l'école, les copains, les copines, comment on parlait de sexualité, comment on vivait la sexualité, comment était interprétée la sexualité, pour justement se demander quel est mon niveau de connaissance et d'ouverture sur ce sujet. Parce que si tout est fermé, sclérosé, jugé, critiqué, c'est quand même nettement plus difficile d'avoir accès à cette ressource intérieure si elle est mal connotée. Donc la première résistance qu'on connaît, c'est le tabou. Ensuite, la seconde qui va avec, c'est la honte. La honte dans le sens, qui serais-je si j'étais une femme, un homme désirant? Qu'est-ce que je dégagerais si j'avais ce désir pour quelqu'un d'autre? Si j'étais animée par ce désir, par cette pulsion de désir, cette envie sexuelle, quelle image, quel mot je mettrais là-dessus? Et c'est intéressant de se poser la question parce que beaucoup de personnes vont me dire ah mais je serais libre si j'avais du désir enfin, ou parce que généralement les personnes qui consultent parce qu'elles n'ont jamais eu de désir, elles ne consultent pas pour elles puisque on peut pas souffrir de quelque chose dont on ne veut pas. Donc elles consultent parce que le couple va mal, parce qu'il y en a un des deux qui est frustré dans cette situation. Donc c'est vraiment dans la question qui je serais si j'avais du désir. Au début c'est je serais plus sereine, plus tranquille, ou plus serein, plus tranquille pour mon époux, mon épouse, ou peu importe, parce que on serait sur la même longueur d'onde, j'aurais moins peur, je serais plus en sécurité, certes. Mais les réponses qui se cachent aussi souvent derrière qui je serais si j'étais une femme, un homme qui avait du désir sexuel pour un partenaire, il y a souvent des termes comme un obsédé, un pervers, une fille facile, une putain, une salope, une fille sale, une fille peu respectable, voilà, ou pas un mec bien ou un profiteur. Enfin, il va y avoir derrière l'homme ou la femme désirante, une connotation quand même assez péjorative. Donc quand je parle de la honte, c'est vraiment si j'avais ce désir-là, si je ressentais du désir comme ça pour quelqu'un, comment je me sentirais? Pour qui je me prendrais? Quelle image j'aurais de moi si j'avais
si j'avais ce désir? Et si c'est difficile de répondre à cette question, je vous invite à faire, ok, comment j'interprète, comment je juge, quelles sont mes premières pensées, quels sont les premiers mots qui me viennent lorsque je vois une femme, un homme qui assume son désir, voire même exprime son désir. Est-ce que voilà, je me sens agressée? Est-ce que je sens de la honte? Est-ce que je sens du dégoût? Est-ce que je sens de la haine, du rejet? Voilà, c'est intéressant de pouvoir se demander, voilà, quelle connotation j'ai de la personne, homme ou femme, peu importe, qui exprime et ressent son désir. Ensuite, la troisième résistance qu'on rencontre dans le pas de désir, c'est la non-connaissance de son corps. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé à l'exploration de son corps. Alors évidemment, s'il y a du tabou et s'il y a aussi de la honte, ça va être difficile de facilement aller à l'exploration de son corps à l'adolescence. Parfois, certains y sont allés et se sont mal jugés et après ont eu honte d'eux. Mais si je ne connais pas mon corps, si je ne suis pas allée à l'exploration de mon corps, si je ne suis pas allée caresser mon corps pour chercher où est le plaisir, quelles sont les sensations, les différences de rythme, les différences de toucher, il va m'être beaucoup plus difficile de désirer du plaisir que je n'ai pas encore rencontré. Vous voyez, pardon, c'est comme penser qu'on pourrait désirer manger quelque chose qu'on adore quand on l'a pas encore goûté. Vous voyez, c'est un peu difficile d'avoir envie de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc quand on ne connaît pas son corps, quand on n'est pas allé à l'exploration de son corps, il est quand même nettement plus difficile d'avoir du désir, une recherche de plaisir corporel, physique et sexuel. Même si le désir pour l'autre est quand même quelque chose qui se crée, mais qu'on peut refouler dans nos jeunes années. Donc, la non-connaissance de son corps, la non-exploration de son corps ne peut pas aider à la montée du désir. Donc, c'est pour ça que j'invite toujours les personnes à connaître leur corps, à être actives dans leur plaisir. Et j'en arrive à la quatrième résistance qui se pointe généralement après cette proposition, c'est le fait que ce soit sale. Beaucoup de personnes me disent « mais c'est sale, c'est dégueu, j'ose pas, c'est dégradant ». Voilà, on a mis une connotation de saleté sur la sexualité. Donc, soit par les parents, soit par l'éducation, ou soit par les interprétations, un dégoût des odeurs, un dégoût des sécrétions, un dégoût des organes génitaux. Beaucoup de femmes ont un dégoût pour les organes génitaux. Elles rejettent cette partie de leur corps. Alors que j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'autres parties de notre corps qui sont pas hyper agréables. J'ai des aisselles qui transpirent bien fort, c'est pas plus sympathique finalement qu'un vagin qui sécrète. Pareil pour un nez qui est enrhumé et qui coule, excusez-moi, hein, mais ça reste quand même moins sympathique aussi qu'un vagin qui sécrète ou qu'un pénis qui éjacule. Donc il y a cette notion de saleté qui est souvent symbolique, qui a été portée. On peut avoir des parents qui, lorsqu'ils voient une scène d'amour à la télé, disent « Ah, c'est dégoûtant, passez-moi ça » ou quand vous êtes tout petit et donc on vous voit, par exemple, les petits garçons qui tripotent un peu trop leur zizi, arrête, c'est sale, c'est pas bien, c'est dégoûtant. Donc on va porter des préjugés de saleté sur les organes génitaux qu'on ne porte pas plus ailleurs. Donc, petit à petit, l'enfant, l'ado, le jeune adulte finit par valider que les organes génitaux, que les odeurs corporelles, que les fluides de la sexualité sont sales. Donc évidemment, c'est quand même nettement plus difficile de prendre du plaisir ou d'accéder au désir lorsqu'il y a une connotation de saleté et une émotion de dégoût dans la sexualité. Heureusement que ça se travaille, qu'on réintègre le corps, qu'on réintègre justement sa fonctionnalité, ses lois naturelles. On peut retravailler justement sur l'acceptation de son corps dans son entièreté et dans les différentes circonstances de sa vie, que ce soit avec un rhume, comme je l'ai dit, quand on transpire, quand on a ses règles ou quand on fait l'amour. Donc il y a cette notion de saleté aussi qui empêche aussi d'aller à l'exploration de son propre corps. La cinquième résistance que j'ai enregistrée, c'est le danger. Si on vous a bassiné ou si vous avez entendu des agressions ou des phrases comme « de toute façon les garçons sont tous des salauds, ils veulent tous la même chose, ils vont t'utiliser, ne te fais pas avoir, de toute façon tu vas souffrir, ça va te faire mal,
tu vas être obligé de te forcer, c'est comme ça qu'on garde un homme, ou les hommes à qui on a dit attention, tu vas attraper une maladie, tu vas mettre une femme enceinte, voilà, toutes ces notions de danger, que ce soit agression, que ce soit grossesse indésirable, que ce soit maladie, que ce soit manipulation, derrière, on peut pas demander au corps d'être dans un lâcher-prise total, de générer du désir naturellement, si pour aller au bout de son désir, on a la conviction qu'on se met en danger, qu'on va être utilisé ou qu'il va nous arriver quelque chose de grave. Donc là encore, c'est remettre en considération les croyances limitantes que nous avons sur la sexualité, sur les hommes, sur les femmes, sur les couples, sur les relations sexuelles. C'est vraiment revenir à l'essentiel, revenir à l'exploration de son corps, au consentement, à la communication avec son partenaire, qu'on soit en couple ou pas, ça n'a aucune importance. La communication est importante et le respect dans tous les cas. Donc évidemment, le danger ne va pas m'aider en plus à sentir du désir, parce que avoir du désir sans aller au bout des choses, c'est se frustrer. Donc parfois, ce qui est le plus simple, c'est de ne pas ressentir de désir du tout. C'est couper naturellement le désir pour ne pas sentir de frustration, puisque de toute façon, on va étouffer ce désir pour ne pas être en danger, ou pour ne pas passer pour la fille facile, ou le pervers, ou parce que c'est dégoûtant, ou parce que c'est honteux. Vous voyez? Donc c'est là que votre inconscient vous sert en étouffant ce désir pour éviter d'aller à la confrontation de vos croyances limitantes et des émotions qui vont avec, des angoisses et des peurs, du dégoût et toutes ces choses. Évidemment, sixième résistance, c'est un événement traumatique. Si vous avez été victime d'attouchement, d'agression sexuelle, d'harcèlement sexuel, si vous avez été, vous avez surpris un acte sexuel, si vous avez vu un porno trop tôt qui vous a traumatisé, si on vous a forcé à vous montrer nu alors que vous n'en aviez pas envie, toutes ces intrusions vont avoir un impact forcément sur votre corps, un impact sur votre psyché et vont demander un travail personnel pour remettre la sexualité, j'ai envie de dire, dans sa juste, à sa juste place, c'est-à-dire la sexualité, c'est un moment de lâcher prise, de partage avec un partenaire, de plaisir, de sensualité, de relaxation, d'exploration de soi. Et lorsque le corps, l'intimité et la sexualité ont été entachés d'agression, de manipulation, d'harcèlement, il est plus difficile, évidemment, naturellement, de revenir à ce qu'est en réalité la sexualité. Donc si déjà on trouve que c'est honteux, si c'est tabou, s'il y a une mauvaise connaissance de son corps, si on trouve ça sale, s'il y a eu des agressions, évidemment, ça ne peut que justifier que votre esprit et votre corps étouffent dans l'œuf le désir qui vous habite, parce que nous avons toutes et tous du désir. Donc la septième et dernière résistance que j'ai remarquée, c'est une sexualité passive. La sexualité passive, ce que c'est une sexualité que nous avons dans laquelle nous ne sommes ni acteurs ni actrices. C'est-à-dire que on laisse le partenaire prendre en charge le déroulé des opérations et le pouvoir sur nos sensations. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'inviter à explorer notre corps de la manière dont on le veut. On ne va pas l'inviter à aller jouer avec des parties de notre corps pour vivre différentes sensations. On ne va pas non plus nous aussi prendre en main à un moment donné la partie, j'allais dire de jambes en l'air, pardon pour le terme qui me sort naturellement, pour aller chercher son propre plaisir, sa propre excitation. C'est vraiment, on attend que l'autre prenne en charge totalement l'acte et en essayant d'avoir du plaisir. Ce qui se passe souvent, c'est qu'en étant passif, c'est un peu comme si on était dissocié. On n'a pas la même excitation que lorsque l'on est totalement acteur et qu'on sait ce qu'on veut, qu'on a envie de faire plaisir à l'autre, mais qu'on a aussi envie de se faire plaisir. Et ça rejoint un peu ce que certaines femmes me disent, c'est-à-dire j'ai l'impression que l'autre doit m'avoir à l'usure, c'est-à-dire que le partenaire ou la partenaire doit vraiment insister, caresser, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de lâcher prise qui s'installe pour qu'enfin la personne accède au plaisir. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que
absence de désir ne veut pas dire absence de plaisir. D'ailleurs, je rencontre beaucoup de femmes, surtout, qui ont accès au plaisir, qui peuvent avoir un orgasme et avoir de la jouissance, alors même qu'elles n'éprouvent pas de désir. Mais en se laissant aller progressivement par le partenaire, elles peuvent y accéder. Et ça montre aussi, du coup, une sorte de destitution de leur plaisir. C'est-à-dire que bon, c'est pas elles qui ont été chercher le plaisir, c'est pas elles qui ont eu l'initiative, c'est vraiment le partenaire qui a voulu, qui a voulu, qui a voulu. On a fini par céder presque pour faire plaisir à l'autre et finalement on a accédé à son propre plaisir. Le problème dans cette situation, c'est qu'en étant passive, en rendant les choses lentes, compliquées, pénibles, hein, certaines femmes vont me dire par exemple ouais, au début, j'ai pas envie, je comprends pas. C'est comme si j'avais la flemme, et puis une fois que j'y suis, ça va. Et ben, c'est ça. C'est une non-autorisation au désir, et donc, du coup, ça rend les choses pénibles, longues, j'ai envie de dire, contraignantes, ce qui fait que ça ne génère pas plus de désir plus tard, parce que le processus est compliqué. Vous savez, c'est un peu comme aller à l'aquagym tous les jeudis soirs. Il y a des jeudis soirs où on n'a pas envie, et on sent que il faut quand même y aller, se forcer. Et une fois qu'on y est, on se dit, ouais, ça fait du bien, heureusement que j'y suis allée. Mais ça demande, vous voyez, ce petit effort. Et il est là le truc, c'est que, en fait, la montée de désir, l'excitation, elle est connotée de contraintes et de pénibilité parce que la personne n'est pas actrice de son plaisir et de son désir. Elle laisse le ressort à son partenaire, sa partenaire. Donc, cette attitude passive que j'ai rencontrée au cabinet amène justement encore à un manque de désir parce que finalement ce plaisir est arrivé alors que elle n'allait pas forcément le chercher. Et cette attitude passive n'arrange pas les choses, au contraire. Il vaudrait mieux commencer à être active et bien sûr pour être active, il faut aller à l'exploration de son propre plaisir, donc il faut déjà aller à l'exploration de son corps, il faut avoir une bonne vision de soi-même, donc pas avoir honte d'être excité, honte de prendre le pouvoir, honte de dire ce qu'on aime, honte de dire ses fantasmes, et du coup lever les tabous, enfin se sentir en sécurité avec son partenaire. Vous voyez, on reprend finalement là-dedans les 6 autres résistances que j'avais énumérées. Donc je vais vous réénumérer les 7 résistances que moi j'ai notées principalement avec des femmes au cabinet parce que je dirais que j'ai 90% de femmes, 10% d'hommes pour cette problématique. Donc la première chose c'est le tabou en ce qui concerne la sexualité. La deuxième chose c'est la honte. La troisième chose c'est la non-exploration de son corps. Donc ça passe par la masturbation évidemment et par l'autocaresse. Quatrième c'est le fait de connoter la sexualité comme quelque chose de sale. La cinquième, c'est se sentir en danger. La sixième, c'est un événement traumatique, que ce soit une agression directe ou quelque chose que vous avez vu, quelque chose que vous avez entendu, qu'on vous a forcé à voir. Ou une humiliation parce que vous étiez en train de vous masturber ou parce qu'on a trouvé un magazine porno, je ne sais quoi d'autre. Voilà. Et la septième et dernière, c'est justement une sexualité passive dans laquelle on peut quand même atteindre le plaisir. D'autres personnes n'atteignent pas le plaisir et du coup ça aggrave les choses parce que elles peuvent ou ils peuvent, alors elles peuvent ressentir de vives douleurs, ce qui rend encore plus pénible l'acte et donc le désir de plus en plus pauvre. Et pour les hommes, ça peut leur faire perdre leur érection ou éjaculer trop vite, donc ça leur fait perdre confiance, donc ils ont de plus en plus peur de passer à l'acte. Donc soit la sexualité est passive mais on atteint quand même le plaisir, soit la sexualité est passive et du coup, elle est symptomatique avec des éjaculations précoces ou des pertes d'érection pour les hommes ou bien d'autres, hein, bien sûr, des mycoses, il y a plein de choses. Hein. Et pour les femmes, pareil, des douleurs, des mycoses, des cystites, du vaginisme, de la dyspareunie, toutes ces choses qui font que l'acte sexuel garde cette connotation de difficulté, de sale, de dangereux, de pas bien, et qu'on peut s'en passer. Donc j'espère que ce que je viens de vous expliquer vous a un peu éclairé si vous vous sentez concerné par ce manque de désir sexuel. N'hésitez pas à vous demander si en général vous manquez de désir dans la vie. Est-ce que
vous êtes quelqu'un qui n'avait jamais vraiment envie d'un plat ou est-ce que justement vous avez ce manque de désir, il a été sublimé ailleurs? Est-ce que vous dansez? Est-ce que vous chantez? Est-ce que vous peignez? Est-ce que vous êtes dans la créativité? Comment vous avez sublimé ce désir? Est-ce que vous avez fait une collection de quelque chose qui anime beaucoup de désir? Je sais pas, mais comment cette sensualité, comment ce désir a pu être sublimé dans autre chose? Voilà. Ou est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt de, je dirais, raisonnable tout le temps, qui fait en sorte que le plaisir et le désir restent toujours facultatifs ou un peu en retrait, qui peut vous rendre un peu pessimiste, un petit peu morose, un peu mélancolique, critique, parfois peut-être un peu aigri ou négatif. Essayez de vous demander ce désir, est-ce qu'il a été sublimé ailleurs ou est-ce que ce désir n'existe clairement pas ailleurs et que cela vous ternit un peu, vous éteint un peu. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, comme d'habitude, j'y répondrai. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner pour recevoir régulièrement mes nouveaux podcasts, mes nouveaux articles et les bonus. N'hésitez pas à aller faire un tour sur révélationdesoi.fr pour retrouver la formation, le coaching gratuit pour la gestion de vos émotions que j'ai créé spécialement pour vous avec une séance d'hypnose. Et puis plein d'autres coachings que j'ai créés pour vous aider à avoir confiance en vous. Voilà, et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir.